Pourquoi tu tombes toujours sur le même type de connard? Pourquoi tu tombes sur toujours le même type de nana ou de mec? Pourquoi en fait, il y a un schéma qui s'est installé et pourquoi tu n'arrives pas en fait à construire une relation stable? Du coup, il y a forcément un schéma qui est installé et l'idée, bah, c'est de casser ce schéma. Donc, il y a forcément quelque chose que tu n'as pas capté dans le délire. Et l'idée, bah, c'est de voir tout ce que je vais t'énumérer, parce qu'il y a franchement plusieurs points, donc je ne vais pas argumenter de fou, parce que tu connais, ou peut-être que tu connais pas, mais moi j'ai tendance à blablater et à rentrer vraiment en profondeur pour que tu comprennes les tenants et les aboutissants. Là, je vais juste résumer au plus simple, et puis après, si on doit argumenter, je ferai vraiment des vidéos spéciales pour argumenter sur le point. Déjà, le premier point sur lequel j'aimerais vraiment mettre l'accent, c'est ce que, en fait, certaines personnes, pour moi, se laissent avoir, surtout certaines nanas, se laissent avoir par des mots-clés. Donc déjà, je coche cette case-là. Il faut savoir que certaines nanas, ou peut-être certains mecs aussi, se font avoir par des mots-clés. Des mots-clés qu'ils attendent pour valider la personne, pour valider la relation, pour valider cette relation de confiance qu'ils veulent investir en la personne. En fait, certaines personnes d'entre vous peuvent avoir une tendance à être un peu soit braquées par rapport aux différentes expériences passées, puisque si on est dans des schémas, donc forcément au fur et à mesure soit vous vous braquez, vous vous protégez tout simplement, c'est humain en fait. Donc voilà, vous êtes un peu dans un système de survie où bien sûr mécaniquement, psychologiquement ça se passe comme ça au niveau du cerveau, hein, mais vous êtes tout simplement, vous dites non je fais attention, je fais pas confiance facilement aux gens. Et en fait cette confiance-là, elle peut être cassée à partir de certains mots-clés que la personne juste en face suffit, en plus qu'elle soit un tant soit peu toxique et qu'elle sache très très bien comment dire, justement fêler cette protection, cette armure que vous pouvez avoir envers vous, et du coup elle va vous distribuer comme ça, de manière des fois calculée ou pas, surtout si on est vraiment sur quelqu'un de toxique, ou voilà, ou tout simplement sur une personne qui cherche à obtenir certaines faveurs de votre corps pour pouvoir justement en abuser. Ou pas, hein, juste prendre son pied, quand je dis en abuser, c'est-à-dire juste prendre son pied et puis après se barrer et faire ce qu'il a à faire ailleurs. Parce que t'as certaines personnes aussi, pour se protéger, ils ont tendance à butiner à droite, à gauche, à butiner, sans s'engager, parce que pour eux, c'est un danger, en fait, de s'engager, c'est égal amour, égal souffrance, donc voilà. Donc, ces personnes-là vont vous distiller comme ça, des petits mots clés que vous attendez, par exemple, t'es la première avec qui je fais ça, ou t'es le premier pour qui je fais ça. J'ai jamais rencontré de personne comme toi avant, tu es vraiment spécial. Des petits mots-clés comme ça, où j'ai jamais ressenti ça avant. Et après, il y en a d'autres aussi qui sont très très forts, hein. Ils sont très très forts pour vous vraiment faire casser cette armure cette armure et cette protection que vous avez. Ils vont faire, je sais pas, c'est un terme apparemment, mais moi je vais vous le dire en français, c'est un terme où en tout cas la personne se projette avec vous dans le futur. Elle vous fait comprendre qu'elle se projette avec vous dans le futur. Elle vous dit pas ouais je nous vois avec des gamins, nanana. Non, ça c'est trop cramé. Donc on va le faire un peu plus subtilement. Je vais te proposer, tiens, il y a un match de foot en mars pour une équipe à laquelle je tiens beaucoup, à Londres, une équipe voilà, anglaise, tout ça. Et du coup, j'aimerais savoir si... non, attendez, on est déjà en mars, on est même en avril bientôt. On est déjà en avril. Du coup, on va le faire autrement. On va dire, allez, tiens, en septembre, à la rentrée, voilà. Donc, vous dites, ah putain. Donc si on est en avril, il me voit avec moi, parce qu'une nana réfléchit comme ça, elle va se dire tiens, s'il me pose cette question-là, forcément, il est en train de se projeter. Donc si lui se projette, moi aussi je peux me projeter. Et alors là, on commence dans un délire, c'est beau, donc vas-y, je prends la confiance, je peux lui donner ci, je peux lui ouvrir ma porte secrète, et puis voilà quoi. Le mec a eu ce qu'il voulait, et puis vous êtes donné, et après vous allez vous en vouloir de lui avoir donné ce que vous voulez, et puis après ça va rentrer dans des cheminements où je vais t'en vouloir de ci, je vais t'en vouloir de ça. Par contre là je suis en train de me rappeler un truc pendant que je suis en train de vous parler, c'est que je vous ai dit que j'allais la faire court, et comme vous voyez je suis pas en train de la faire court. J'en ai marre de moi.
Bon, je vais essayer de la faire court pour les prochains points. Le prochain point, c'est tout simplement des personnes qui ont tendance à peut-être des fois aussi se donner trop facilement, trop vite, enfin pas facilement, je vais dire trop vite, trop rapidement, à des personnes qui leur donnent un minimum d'attention. Ou même aussi ça va être vraiment dans la... Je vais vraiment argumenter ça dans une vidéo, sur une vidéo qui s'appellera Faire la différence entre l'amour et la dépendance affective, parce que pour les dépendants affectifs, ce point-là, il est très très important. C'est-à-dire que tu as des personnes à qui, par exemple, tu aurais dit non à la base, parce qu'ils te plaisent pas forcément, parce que tu sens déjà un délire où tu as envie de dire non, ou voilà, tu le sens pas. Mais... t'as des gens, et ça t'as des mecs qui le savent très très bien, ils arrivent à te prendre à l'usure. Ils savent, donc ils vont jouer la carte de l'amitié, ou genre je vais te prendre des nouvelles tous les jours, à telle heure, ou peut-être le matin. Il va installer une sorte d'habitude. Calculé ou pas, ça j'en sais rien, ça dépend des personnes. Là pour le coup, je sais que pour certains il y a du calcul, pas forcément pour d'autres. C'est pour ça que je vous dis calculé ou pas. Et donc, ces personnes-là qui vont te donner de l'attention, toi, tu vas créer une habitude. Ton cerveau et tes émotions vont s'habituer à cette habitude. Parce que à chaque fois que tu vas recevoir ce message-là, tu vas sécréter des hormones. Des hormones qui vont te donner du plaisir. Le plaisir de recevoir de l'attention. Et puis d'avoir cette impression que quelqu'un pense à toi, d'avoir cette impression que quelqu'un te considère, et du coup tout ça va t'amener à bah tiens, je m'accroche à ça, je vais m'habituer à ça, et du coup ça va t'amener à un attachement, à une dépendance affective, et du coup ça va te développer justement de l'affect qui fait que finalement tu vas rentrer dans cette relation-là, pas par amour mais par dépendance affective, et du coup il arrive très régulièrement que des relations construites sur de la dépendance affective ne durent pas. Voilà, j'ai plein d'exemples à vous donner, hein, vous pourrez voir dans la télé-réalité, mais là, pour le coup, si ça vous parle, voilà. Pour ce point-là, je dirais que c'est en fait des personnes qui ont tendance à qui ont tendance à adopter des comportements avec des énergies de peur. J'entends par là, par exemple, par exemple pour des personnes, parce qu'on a 5 blessures émotionnelles, donc je suppose que si vous regardez ma vidéo, vous avez déjà entendu parler des 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau ou des 5 blessures de l'âme, ça revient au même. Hein. Ça dépend si vous avez une carte spirituelle, enfin une sensibilité à la spiritualité. Et du coup, je m'adresse à ce type de personnes-là pour les 5 blessures émotionnelles. Et en fait, c'est si donc tu as la blessure, on a toutes les 5 blessures, mais il y en a 2 qui sont beaucoup plus fortes et marquées dans notre chemin de vie. Et du coup, si tu as la blessure d'abandon, tu n'aimes pas la solitude, tu as du mal avec la solitude, et disons que la solitude te fait peur, la solitude n'est pas ton ami. Bien sûr, ça, tu l'as pas forcément conscientisé, parce qu'il y a même des personnes, et ça j'en ferai aussi une vidéo, des personnes qui sont dépendants affectifs, mais qui peuvent se terrer dans la solitude, parce qu'ils ont peur de souffrir par rapport à leurs différentes expériences passées. Bref, on n'en est pas là. Moi, quand je te parle de pourquoi tes relations, tu tombes sur le même type de personnes, parce que tu adoptes des comportements de peur liés à la solitude, à la peur de la solitude, et différentes autres peurs, la peur de l'abandon, et ces peurs-là, ou même la peur du rejet, hein, je parle pas forcément que de la peur de l'abandon pour le coup, ces peurs-là va t'amener à prendre tout ce qui va te porter de l'attention. Et du coup, en plus, ce type de personnes-là peut enchaîner des relations comme ça, aller à droite à gauche, enchaîner des relations qui vont justement pas permettre d'installer une relation stable, parce que vous allez accepter beaucoup de choses que on n'accepte pas en général dans une relation en construction, une relation stable. Ils vont se perdre aussi dans le fait de ne pas savoir ce qu'ils veulent, parce que finalement, au fur et à mesure, en fait, s'ils prennent tout ce qui se présente à eux, parce qu'ils ont cette peur de la solitude, du coup, comment toi, tu peux savoir réellement ce que toi, tu as besoin, quelles sont tes limites, quelles sont tes valeurs. En gros, on arrive du coup pour le prochain point, c'est-à-dire apprendre à se connaître. Certaines personnes n'arrivent pas à avoir de relations stables et
comment dire, et tombent sur le même type de personnes parce qu'ils n'ont pas appris à se connaître. Et ça, c'est un point très très important. Moi, enfin, ouais, là je vais parler de moi, mais à partir du moment où j'ai réussi à, déjà que j'ai identifié cette blessure de dépendance affective, que j'ai réussi à m'en libérer parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mes besoins, mes valeurs, mes limites, et surtout depuis que je pose mes limites, ah, mais c'est un soulagement, parce que là, je commence à voir, je commence à voir que déjà, j'attire pas le même type de personnes, j'attire pas le même type d'hommes, et j'attire pas le même type de... disons que je sais tout de suite si ça va ou si ça va pas le faire, si ça va me convenir ou si ça va pas me faire. Enfin, quand je dis tout de suite, c'est-à-dire au bout de 2-3 rendez-vous, je ne continue pas. Ne continuez pas. Si au bout de 2-3 rendez-vous, vous dites pas, tiens, mais la personne va s'améliorer ou peut-être que je vais la changer. Non, ne partez pas là-dessus. Peut-être que cette personne, si elle ne vous correspond pas au point T, n'allez pas vous projeter. Parce que là, on arrive dans un autre point, c'est qu'il y a certaines personnes qui se projettent dans des attentes. Tiens, mais cette personne-là, de toute façon, là, je vais faire ça, je vais la relooker, je lui dirai que ça, j'aime pas la prochaine fois. Quand vous dites la prochaine fois, c'est dans un an, vaut mieux que je lui dise que voilà, ça, j'aime pas, tout ça. Non, si vous n'aimez pas ce trait de caractère chez cette personne-là, ou ce type de comportement que cette personne-là fait maintenant, ne pensez pas que dans un an, vous allez changer la personne, parce que ça serait une grave erreur. Parce que quand on attend, il n'y a pas meilleur moyen, et là, on arrive dans le point des attentes. En fait, on peut pas construire de relations stables quand on attend trop, parce qu'on aura toujours, on est humain, on aura toujours des attentes. Mais quand on attend trop de la personne, et surtout quand on attend que la personne change, là, il va avoir un gros problème, les gars, parce que c'est la meilleure façon d'être déçu. D'être déçu d'une personne, c'est d'attendre que cette personne change, d'attendre qu'elle réagisse comme nous, on le voudrait. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, les gens... comment dire, les gens ont leur propre trauma. Chacun, nous avons tous nos traumas, nos expériences, nos blessures, et tout ça fait de nous quelqu'un d'unique. Et à partir de là, cette personne-là ne pourra jamais rentrer dans ton cerveau pour savoir ce que tu attends si tu ne l'as pas communiqué. Donc c'est là que c'est dans ce genre de cas qu'en fait il est très très bien, et c'est un petit peu connu en ce moment de plus en plus, de parler de communication non violente. La communication non violente peut aider énormément de couples à construire une relation stable si dès le début vous savez si oui ou non, voilà. Si vous vous basez pas sur des comportements de peur d'être abandonné par cette personne-là, vous n'allez pas adopter des comportements qui peuvent pousser ces personnes-là à vous abandonner, d'accord? Et du coup, ce point-là me fait penser à un autre point que j'ai écrit. C'était quoi déjà? Voilà. Donc, certaines personnes peuvent avoir tendance à, sans le vouloir, je vais dire, inconsciemment, parce que sinon là on tombe vraiment, de toute façon ça peut être un comportement assez toxique, hein. Je dis c'est un comportement toxique, je dis pas forcément que vous êtes toxique, même si ça peut être le cas, on n'en sait rien, mais ça peut installer une relation toxique, parce que c'est pas parce que on peut avoir des relations toxiques sans que ni l'un ni l'autre soit toxique, c'est juste la relation qui est toxique, d'accord? On va pas se monter la tête. Il y a certaines personnes qui ont tendance à provoquer l'autre pour voir s'il va rester. Ça, c'est la pire façon de garder quelqu'un, en fait. Ça, c'est quelqu'un qui malheureusement agit avec des failles narcissiques. On en a tous des failles narcissiques, je tiens à vous rassurer, mais celle-ci est particulièrement toxique à partir du moment où vous allez pousser l'autre personne dans des limites, ou dans ses limites, pour savoir si cette personne-là est prête à rester dans cette relation avec vous jusqu'au bout. Et à partir de là, on rentre dans un délire pas très sain, vous voyez, un délire où vous faites ça malgré vous, hein. Vous faites ça sans vous en rendre compte, c'est inconscient, encore une fois, on est dans un état de survie, on est dans un comportement de peur de la solitude, donc pour ça on a besoin de se rassurer, et ce qui va vous rassurer, c'est de voir si cette personne-là, quand vous la poussez à bout, quand vous essayez de la rendre jalouse, quand vous lui dites oui, si ça se passe comme ça, je vais partir, je me casse, ou faire croire à la personne que vous cassez justement, ouais c'est bon je casse, ou j'ai rencontré
rencontrer quelqu'un ou voilà, insinuer des choses qui vont énerver la personne, qui vont la titiller juste pour voir si elle vous aime vraiment. Ce type de comportement-là, c'est bullshit, c'est du... Non, c'est vraiment... Je suis pas d'accord. Je suis déjà passée par là, hein, je vous rassure, ou pas, je sais pas si ça vous rassure. On s'en sort les gars, on s'en sort, je vous le dis, on s'en sort. Non mais vraiment, moi-même je suis déjà passée par là, hein. J'ai eu de grosses failles narcissiques, mais le truc c'est qu'il faut les identifier ces failles narcissiques les gars, pour pouvoir justement sortir de là et se dire non en fait ça, ce qui m'a amené à faire ça et agir comme ça, c'est des comportements de peur les gars, c'est des comportements de peur, c'est notre cerveau qui est dans un état de survie, c'est notre ego qui est dans un état de survie et qui va nous dire voilà, qui va penser, qui va nous laisser croire que agir comme ça va nous permettre de voir si la personne nous aime vraiment. Ne vous inquiétez pas, si elle est là avec vous, normalement c'est qu'elle vous aime et si elle est sincère bien sûr, d'accord? Et il y a plein d'autres moyens en fait de voir si une personne vous aime et je vous ferai une vidéo pour savoir si vous voulez vraiment savoir, mais comment savoir si vraiment une personne m'aide, comment me sentir en confiance. Il y a plein de choses, hein. Il y a la théorie polyvagale déjà qui va vraiment vous aider et là-dessus aussi je ferai une vidéo pour vous, pour que vous puissiez stimuler votre nerf vague et réguler votre système nerveux en fait pour sortir de ces failles narcissiques et vous sortir en sécurité avec vous-même. Et déjà ça aussi ça va amener un point, je sais plus si j'en ai parlé, mais c'est d'apprendre à vous connaître. Alors, un petit point aussi sur les personnes qui sont dans le déni. Le déni, c'est aussi quelque chose qu'on peut identifier ou en tout cas que je vous invite à identifier parce que après, pour moi, le déni, c'est très compliqué hein, comme mécanisme de protection psychologique. C'est à partir... Enfin, c'est que pour moi, pour sortir du déni, il faut vraiment que la personne accepte, il faut qu'elle ait limite un déclic pour... Parce que t'auras beau lui dire, non, elle a beau avoir son entourage qui lui dit ceci, cela, si la personne est dans le déni, elle va y rester. Donc pour moi, il faut vraiment que ça vienne de la personne pour sortir du déni. Après, je ferai encore d'autres recherches à ce niveau-là pour savoir vraiment s'il y a quelque chose qu'on peut, sur lequel on peut travailler pour que les gens puissent sortir du déni. Est-ce qu'on peut vraiment sortir quelqu'un du déni, peut-être l'hypnothérapie? Je vais faire mes recherches là-dessus pour vous en parler. Sinon, moi, ce dont je voulais vous parler pour le dernier point, c'est le point de on a les mêmes blessures. On a les mêmes blessures et du coup, ça peut engendrer chez certaines personnes un déclic, celui du syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est que des fois, on a tendance à aller dans des relations où on va se dire, tiens, cette personne-là, je connais ses failles, ces failles-là parce que je les ai moi aussi. Bien sûr que la personne ne réfléchit pas comme ça, ou des fois elle peut réfléchir comme ça, mais dans une intention de bienveillance, elle va se dire, tiens, cette personne, je pense que je peux lui apporter de l'amour, je pense que je peux lui apporter quelque chose qui va l'aider, et du coup, là encore une fois, j'ai pas encore fait ma vidéo sur le syndrome du sauveur, mais je vous en parlerai. C'est assez compliqué parce qu'il se cache quelque chose en fait sous le syndrome du sauveur, c'est que, ok, on a la belle image de, oui, voilà, mais en fait on fait ça pour quelque chose d'autre. En fait on cherche à sauver des gens pour avoir une sorte de gratitude et de reconnaissance, et puis surtout sauver cette personne que vous n'avez pas réussi à sauver pendant votre enfance. Il y a quelque chose en fait qui arrive souvent c'est pas chez tous, mais en tout cas pour ceux avec qui j'ai pu travailler et pour moi aussi, il y a des personnes il y a quelqu'un qu'on pense ne pas avoir sauvé pour ceux qui ont le syndrome du sauveur. Dans leur enfance, ils n'ont pas sauvé quelqu'un et du coup, ils ont développé ce syndrome du sauveur comme si ils avaient gardé cette culpabilité. Ils essayaient à chaque fois de sauver quelqu'un pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir mieux et surtout pour pouvoir se sentir aimé. Parce qu'ils pensent que c'est en donnant de leur aide, en se dévouant comme ça, qu'ils vont se sentir reconnus et aimés. Donc tout ça peut emmener dans des relations qui vont qui vont pas forcément être stables parce que des fois le sauveur en fait en fait de trop, il va étouffer la personne ou sinon il va aussi dénoncer que la personne, quand je dis dénoncer, ça veut dire dénoncer des actes ou des comportements du partenaire en disant tiens tu m'as pas fait ça, t'as eu aucune gratitude pour moi avec tout ce que j'ai fait pour toi, toi tu ne m'as pas fait ci, tu ne m'as pas fait ça, tu m'as pas rendu l'appareil, moi quand j'avais besoin de toi tu étais là, non t'étais pas là. Donc voilà, ça peut être aussi des comportements du sauveur quand il n'est pas reconnu et du coup on rentre dans des
comment dire, dans des conflits qui n'ont pas forcément lieu d'être si le sauveur identifie ce syndrome-là et puis essaye de se libérer de ce syndrome-là, d'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour savoir justement qu'est-ce qui peut vous amener à continuer ces schémas, à justement casser ces schémas, parce que l'idée déjà, le premier pas là que vous pouvez faire avec cette vidéo-là, c'est déjà de identifier ce qui ne va pas dans votre schéma à vous, et puis après passer le deuxième cap, c'est-à-dire apprendre à se connaître et puis regarder dans les autres vidéos que je fais pour justement savoir comment on peut sortir, ou sinon il faudra prendre rendez-vous. Bisous les gars, ciao.